Madame, Monsieur, pour ce début d'année 2022, l'Université ouverte de Versailles vous propose de plonger encore plus profondément dans ses archives sonores en vous faisant découvrir ou redécouvrir la conférence La mythologie grecque, extraite du cycle Les mythologies du programme universitaire 2008-2009. Cette conférence avait été donnée par Madame Claudia de Oliveira Gomes, enseignante en histoire à l'Université Paris 8, diplômée de l'École normale supérieure, docteur en histoire grecque. Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, une excellente écoute. Le sujet que j'ai proposé, que je propose de manière plus restreinte pour cette conférence, porte sur mythe et histoire. Et je m'explique sur ce choix. Imaginons que nous étudions le mythe en lui-même, sans établir de comparaison possible entre lui et notre monde contemporain, qui se proclame lui-même rationnel et surtout historique. Le mythe apparaît alors simplement, et c'est souvent comme ça qu'il est connu, comme une histoire parfois obscure, souvent merveilleuse, et qui appartient à d'autres cultures que la nôtre. Que ce soit Oedipe, Thésée, Ulysse, tous ces noms se retrouvent dans les compilations pour enfants ou pour adolescents. Le titre du livre en général est Les mythes grecs. Et on le trouve pêle-mêle avec d'autres titres de la collection, comme les mythes germaniques ou les mythes irlandais, etc. Bref, les mythes, considérés de cette manière-là, c'est tout ce qui décore ou distingue ces peuplades charmantes des temps passés. Et il est sous-entendu, bien entendu, que ces sociétés ne sont pas parvenues, les pauvres, à la pensée scientifique, ce qui fait qu'elles doivent se contenter de nous raconter des mythes. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui de dépasser un peu cette approche qui est quelque peu condescendante et de considérer aujourd'hui le mythe face à l'histoire, non pas comme quelque chose qui serait un ersatz d'histoire, mais comme une écriture du temps, exactement comme l'histoire est une autre écriture possible du temps. Et le monde grec se prête particulièrement à cette approche, puisqu'il est à la fois le monde qui nous transmet ce mot de mythe, puisque mythe est un mot grec, il nous transmet également des histoires qui sont des mythes, et il se trouve que ceux que nous appelons également les premiers historiens sont des Grecs, très exactement des Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais que faut-il entendre exactement par deux écritures possibles du temps ? Je n'ai sans doute pas besoin de préciser très longuement que l'histoire est la manière contemporaine de rendre compte du temps. L'histoire, telle que nous l'entendons, même grossièrement, est constituée de la reconstitution dialectique et hypothétique du temps passé. Et cette reconstitution se fait au moyen d'une enquête qui n'est jamais achevée sur les documents laissés par les sociétés disparues. L'histoire cherche les enchaînements de causes et d'effets qui permettent de faire du temps une suite cohérente d'événements. C'est, comme le signifie exactement son nom grec, puisque le nom histoire est également un mot grec, c'est exactement une enquête. Historia veut dire tout simplement enquête. Et donc, pour l'histoire, le temps est un continuum qui est constitué d'un passé, d'un présent et d'un futur. Et si nous acceptons cette définition de l'histoire, il s'agit à la fois d'une discipline qui est très ancienne, qui est née chez les Grecs et qui a été pratiquée par les Grecs et par les Romains. Et c'est en même temps une discipline très récente, qui date dans le monde contemporain du XIXe siècle. Et nous nous glorifions fort dans notre société contemporaine de cette enquête qui a toutes les apparences d'une science, fut-elle d'ailleurs une science humaine, ce qui n'est jamais très bon comme précision. Mais nous nous glorifions si fort que nous écartons le mythe comme une pauvre manière de rendre compte du passé sur un mode en quelque sorte folklorique. Et ce mode folklorique fait que le mythe est indigne d'une comparaison avec notre rationnelle histoire, avec un grand H. Et nous avons ainsi oublié que le mythe remplit une fonction identique à celle de l'histoire. Et c'est sur cette ressemblance, qui est probablement infiniment plus grande que ce que nous pensons, que je voudrais revenir ici. Face à l'histoire, le mythe constitue une manière tout autre d'appréhender le temps. Je ne dis pas ici, et c'est très volontaire, je ne dis pas ici le temps passé. Je dis le temps, tout simplement. Et j'exclus toute notion de passé ou de futur, car ces mots n'ont pas véritablement de sens dans le mythe. Comme vous le savez, le mot mythe est d'étymologie grecque, je l'ai rappelé, et il signifie suite de paroles, propos et discours. Et ce n'est qu'ensuite qu'il acquiert le sens de récit. Et il n'y a rien dans cette étymologie
qui trahissent spécifiquement le lien essentiel entre ces récits qui sont faits et que nous appelons des mythes, et que les Grecs eux-mêmes appellent des mythes, et le temps. Et pourtant, nous verrons que c'est là qu'il faut chercher le cœur des représentations particulières du mythe. Et nous verrons ainsi, et c'est ce à quoi je vous invite dans l'heure qui va suivre, à quel point ce que nous prenons, comme toujours, pour une vérité d'évidence, c'est-à-dire que le temps est constitué d'un passé, d'un présent et d'un avenir, à quel point cette perception intime du temps est en réalité une représentation culturelle parmi d'autres. Et que par conséquent, notre notion d'histoire, par exemple, est sujette à des interrogations, en tous les cas, si nous la considérons comme une façon universelle de considérer le temps. Mais avant tout, pour commencer par le commencement, qu'est-ce qu'un mythe chez les Grecs ? Je vais vous présenter quelques exemples. Je les ai choisis selon un critère très particulier que je justifierai après, et vous allez très vite vous apercevoir que je n'ai pas sélectionné les histoires qui sont attachées aux noms que j'évoquais tout à l'heure, et qui font le bonheur des lectures enfantines, que ce soit Ulysse, Oedipe, Thésée, etc. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Je prends des passages qui sont extraits des Travaux et les Jours de deux ouvrages, en fait, qui s'appellent le premier Les Travaux et les Jours et le deuxième La Théogonie, et qui sont tous les deux des ouvrages d'un poète du 7e siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle Hésiode. Il est certes moins prestigieux que Homère, un roi de Sparte d'ailleurs appelait Hésiode le poète des esclaves, vous verrez peut-être pourquoi. Mais Hésiode a pour avantage de raconter les premiers récits de la naissance du monde selon les Grecs, en tous les cas les premiers qui nous soient parvenus. Une sorte, pour faire une comparaison facile, de Genèse hellénique, le premier livre de la Bible. Alors les premiers mythes que je voudrais étudier, ce sont d'une part Prométhée et le vol du feu dans la Théogonie, et d'autre part la suite de l'histoire de ce vol du feu, c'est-à-dire la naissance de Pandora, qui se trouve à la fois dans la Théogonie et dans les Travaux et les Jours, puisque Hésiode en donne deux versions. Alors qui est Prométhée ? Prométhée est un titan, c'est-à-dire un petit-fils du premier de tous les dieux rois, qui s'appelle Ouranos, lequel Ouranos a été renversé dans des circonstances que nous verrons plus tard par son fils qui s'appelle Cronos, et Cronos qui est lui-même le père de Zeus, c'est-à-dire le roi des dieux dans le panthéon classique. On est donc remonté un peu avant le panthéon classique. Et ce Prométhée, donc, c'est un cousin, puisqu'il est un petit-fils d'Ouranos et que Zeus est également un petit-fils d'Ouranos, c'est un cousin de Zeus, et il a pour frère un personnage qui s'appelle Épiméthée, sur lequel nous reviendrons plus tard. La version du vol du feu que livre Hésiode est la suivante, et il y en a bien d'autres, j'insiste sur le fait, c'est bien une version. Prométhée a divisé un bœuf. Il a enveloppé les bons morceaux, c'est-à-dire les morceaux qui sont mangeables, par l'intestin de l'animal. Et il a recouvert les os, qu'il a soigneusement écartés de la viande, il a recouvert les os avec de la graisse. Et il propose à Zeus de choisir une part. Et Zeus choisit les os enveloppés dans la graisse. C'est-à-dire, autrement dit, là où il n'y a rien à manger. Et depuis lors, ajoute Hésiode, et je cite les vers, « La terre voit les tribus des hommes brûler en l'honneur des dieux les blancs ossements des victimes sur les autels parfumés. » L'histoire ne s'arrête pas là, car évidemment, Zeus est absolument furieux de cette tromperie, et il décide d'une part il décide d'abord de les priver du feu. Il prive les hommes du feu. Et Prométhée, dit le texte, et je cite à nouveau, déroba un étincelant rayon de ce feu et le cacha dans la tige d'une férule, c'est-à-dire d'un roseau. Irritation encore plus grande de Zeus, qui élabore une dernière punition. Et cette punition a deux versions. La première se trouve dans la Théogonie, et je vous la lis. D'après la volonté du fils de Cronos, le boiteux Héphaïstos, c'est-à-dire le dieu du feu, ce dieu illustre, forma avec de la terre une image semblable à une chaste vierge. Athénée aux yeux pères s'empressa de la parer et de la vêtir d'une blanche tunique. Elle posa sur le sommet de sa tête un voile ingénieusement façonné et admirable à voir. Puis elle orna son front de gracieuses guirlandes tressées de fleurs nouvellement écloses et d'une couronne d'or que le boiteux Héphaïstos, ce dieu illustre, avait fabriquée de ses propres mains, par complaisance pour le puissant Zeus. Sur cette couronne, ô prodige, Héphaïstos avait ciselé les nombreux animaux que le continent et la mer nourrissent dans leur sein. Partout brillait une grâce merveilleuse, et ces diverses figures paraissaient vivantes. Quand il eut formé, au lieu d'un utile ouvrage, ce chef-d'œuvre funeste,
Il amena dans l'assemblée des dieux et des hommes cette vierge orgueilleuse des ornements que lui avait donnés la déesse aux yeux pères, fille d'un père puissant. Une égale admiration transporta les dieux et les hommes dès qu'ils aperçurent cette fatale merveille si terrible aux humains. Car de cette vierge est venue la race des femmes au sein fécond, de ces femmes dangereuses, fléaux cruels vivant parmi les hommes et s'attachant non pas à la triste pauvreté, mais au luxe éblouissant. Ainsi Zeus, ce maître de la foudre, accorda aux hommes un fatal présent, en leur donnant ces femmes complices de toutes les mauvaises actions. Voici encore un autre mal qui leur envoya, au lieu d'un bienfait. Celui qui, fuyant le mariage et l'importune société des femmes, ne veut pas se marier et parvient jusqu'à la triste vieillesse, reste privé de soins. Et s'il ne vit pas dans l'indigence, à sa mort, des parents éloignés se divisent son héritage. Et si un homme subit la destinée du mariage, quoiqu'il possède une femme pleine de chasteté et de sagesse, pour lui, le mal lutte toujours avec le bien. Mais s'il a épousé une femme vicieuse, tant qu'il respire, il porte dans son cœur un chagrin sans bornes, une douleur incurable. Voici la seconde version du mythe de Pandora, qui se trouve dans l'autre livre d'Hésiode. Elle n'est pas moins intéressante et elle est très différente. Et pourtant, c'est le même auteur qui écrit, c'est toujours Hésiode. Le père des dieux et des hommes commanda à l'illustre Héphaïstos de composer sans délai un corps en mélangeant de la terre avec l'eau, de lui communiquer la force et la voix humaine, d'en former une vierge douée d'une beauté ravissante et semblable aux déesses immortelles. Il ordonna à Athéna de lui apprendre les travaux des femmes et l'art de façonner un merveilleux tissu. Il ordonna à Aphrodite à la parure d'or de répandre sur sa tête la grâce enchanteresse, de lui inspirer les violents désirs et les soucis dévorants. À Hermès, messager des dieux et meurtrier d'Argus, il remplit de remplir son esprit d'impudence et de perfidie. Tels furent les ordres de Zeus, et les dieux obéirent à ce roi, fils de Cronos. Aussitôt, l'illustre Héphaïstos, soumis à ses volontés, façonna avec de la terre une image semblable à une chaste vierge. La déesse aux yeux pères, Athénée, l'orna d'une ceinture et de riches vêtements. Les divines grâces et l'auguste persuasion lui attachèrent des colliers d'or, et les heures à la belle chevelure la couronnèrent des fleurs du printemps. Athénée entoura tout son corps d'une magnifique parure. Enfin, le meurtrier d'Argus, docile au maître du tonnerre, lui inspira l'art du mensonge, les discours séduisants et le caractère perfide. Ce héros des dieux lui donna un nom et l'appela Pandora, parce que chacun des habitants de l'Olympe lui avait fait un présent pour la rendre funeste aux hommes qui travaillent. Et Pandora est ensuite donnée comme épouse au frère de Prométhée, c'est-à-dire à Épiméthée, dont le nom signifie très exactement en grec celui qui réfléchit après, c'est-à-dire celui qui n'est pas très intelligent. Et c'est le nom inverse de celui de son frère, Prométhée, qui lui a un nom qui signifie celui qui réfléchit avant. Et voici ce qui se produit alors, car évidemment, ce n'est pas pour rien que l'on a donné Pandora à Épiméthée, celui qui n'est pas malin. Auparavant, les tribus des hommes vivaient sur la terre, exemptes des tristes souffrances, du pénible travail et de ces cruelles maladies qui amènent la vieillesse, car les hommes qui souffrent vieillissent promptement. Pandora, tenant dans ses mains une grande jarre, en souleva le couvercle, et les mots terribles qu'il renfermait se répandirent au loin. L'espérance seule resta. Arrêtée sur les bords du vase, elle ne s'envola point, Pandora ayant remis le couvercle par l'ordre de Jupiter, qui porte l'égide et rassemble les nuages. Depuis ce jour, 1000 calamités entourent les hommes de toutes parts. La terre est remplie de maux, la mer en est remplie. Les maladies se plaisent à tourmenter les mortels nuit et jour, et leur apportent en silence toutes les douleurs, car le prudent Zeus les a privés de la voix. Nul ne peut donc échapper à la volonté de Jupiter. Que signifient ces récits? Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une aimable histoire inventée par un vieux poète. En premier lieu, parce que Hésiode ne l'a sûrement pas inventée. Elle appartient à un patrimoine commun hellénique et Hésiode en livre une version. Que cette version soit canonique ou non, nous sommes absolument incapables de le savoir, car il s'agit tout simplement de notre version la plus ancienne. Et en outre, comme vous avez pu le remarquer, Hésiode n'est pas du tout un aimable poète, c'est plutôt un vieux grincheux. Ce récit prend place dans les Travaux et les Jours parmi les récriminations et les avertissements qu'il adresse à son frère Persès. Il y a une vilaine affaire d'héritage qui les oppose, et il veut dire à son frère que la colère de Zeus finira par s'abattre sur lui. Bref, il ne s'agit pas du tout de se divertir. Le mythe est une chose éminemment sérieuse qui transmet un savoir, et un savoir auguste. Quel type de savoir? Que veut dire le récit du mythe? Le mythe énonce une vérité sur la condition humaine. En premier lieu, le mythe fixe les rapports entre les dieux et les hommes dans cet acte essentiel qu'est le sacrifice. Ça, c'est le moment où Prométhée divise le bœuf et fait choisir à Zeus la partie qui n'est pas comestible. Et il se trouve qu'effectivement, dans le sacrifice grec, qui est
une cérémonie qui se déroule de manière constante dans les cités grecques. Dans les sacrifices, on tue un animal, les parties non comestibles sont données aux dieux et les parties comestibles sont mangées par les hommes. Et cette répartition, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce qu'on pourrait se dire, mais de toute façon, on ne va pas brûler toute la nourriture pour les dieux, ce serait une impossibilité. En réalité, cette répartition n'est pas une évidence. Les Assyriens, par exemple, donnent de la véritable nourriture à leurs dieux. Et cette nourriture est ensuite consommée à l'intérieur des sanctuaires par les prêtres. Et ce n'est pas du tout le cas des Grecs. Le mythe sert à fixer des parts qui sont distribuées entre les mortels et les immortels. Et il ne les fixe pas seulement pour le temps du mythe. La répartition dont parle le mythe de Prométhée est celle qui est effectuée dans tous les sacrifices grecs pendant toute l'Antiquité. Autrement dit, bien que le mythe semble un récit du passé, puisqu'il est énoncé au passé, le mythe parle au présent. Et d'autre part, deuxième élément, le mythe explique l'origine du feu chez les hommes. Le feu a été repris par Zeus après le mauvais sacrifice, la mauvaise répartition des sacrifices, et il est redonné contre la volonté de Zeus par Prométhée qui commet un vol. Et l'humanité se trouve débitrice pour ce grand vol et elle reçoit en punition Pandora. Et le sens du cadeau est différent selon les versions. Dans la première version, Pandora est un mal en soi parce que les femmes sont un désastre qui a été envoyé aux hommes. Dans la essentiellement parce que d'ailleurs elles sont une source de dépenses. Et elles exigent du luxe. Je vous l'avais dit, Hésiode est un grincheux. Mais comme avoir des enfants est par ailleurs une nécessité pour l'homme, il ne le peut que par les femmes. Et en échange de ce bien, il faut supporter une présence féminine à la maison, ce qui est très difficile. Dans les Travaux et les Jours, la version est différente. La créature, c'est-à-dire Pandora, qui est une créature qui est faite avec de l'argile et de l'eau, la créature a apporté une jarre. Et c'est l'ouverture de la jarre qui répand les malheurs sur la terre, malheurs qui auparavant n'existaient pas. Et refermé trop rapidement, le récipient laisse au fond l'espérance qui aurait pu permettre de supporter les malheurs. Donc une seconde fois, le mythe parle un éternel présent. Il raconte ce qu'il y avait à l'origine et en même temps il raconte le présent de la condition humaine. Les femmes ne sont pas, il n'y a pas que Pandora qui est porteuse de tous les charmes et de tous les malheurs. Ce sont évidemment toutes les femmes qui sont porteuses de tous les charmes et de tous les malheurs. Quant à la condition humaine, elle n'est pas seulement malheureuse au moment où on ouvre la jarre. La condition humaine est perpétuellement une série de malheurs, de maladies, de désespoir, sans aucune espérance. En tous les cas, c'est ainsi que les Grecs le voient. À l'origine se trouve ainsi ce qui est toujours. Il n'y a pas de passé en réalité, et il n'y a pas de futur non plus, parce qu'il n'y a pas de différence entre les moments. Il n'y a qu'un retour éternel de l'identique. À chaque fois qu'une femme naîtra, ce sera à la fois tous les charmes et tous les malheurs. À chaque fois qu'on fera un sacrifice, on répétera le geste qui a été fait au départ, c'est-à-dire aux dieux les eaux et la graisse, aux hommes la nourriture. Il y a un dernier moment chez Hésiode qui raconte un mythe, il s'agit du mythe de l'organisation du monde. C'est le propos de la théogonie, dont le titre signifie la naissance des dieux. Je vous l'ai rappelé, Zeus n'est pas le premier des dieux. Au commencement, chez Hésiode, il y a le chaos, d'où est issue une série de divinités qui produisent des fils et des filles sans union sexuelle. Mais il y a aussi, parmi les enfants du chaos, le premier couple, Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre, qui s'unissent. Et ce couple occupe le sommet de la hiérarchie divine. Ouranos est le roi des divinités. Et de ce premier couple naît une autre série de divinités dont font partie les titans, et en particulier Cronos, le père de Zeus. Ce dernier prend le pouvoir en émasculant son père, Ouranos, et il prend sa place comme roi des dieux. Il épouse ensuite Rhéa, qui est également une forme de la terre, et comme on l'a prévenu que l'un de ses fils le renverserait à son tour, il avale tous les enfants que Rhéa met au monde, jusqu'à ce que la déesse, un peu lassée de voir comme ça ses enfants transformés en bouillie comestible, sauve le petit Zeus. Et ce dernier
donc grandit à l'écart, et pour conquérir la première place, il doit non seulement renverser son père, mais aussi et surtout combattre les titans, qui sont ses cousins. Et c'est l'occasion d'une grande bataille qui le laisse victorieux, lui et les dieux qui ont choisi de se ranger à ses côtés. Ces dieux sont tout simplement les futurs dieux olympiens de la première génération, c'est-à-dire les dieux qui sont ceux que reconnaissent les Grecs. C'est une hiérarchie divine qui s'instaure ainsi à la fin de la bataille, et on ne voit jamais ainsi chez les Grecs ni Ouranos ni Chronos être honorés, pas plus que les titans. Et ne seront jamais honorés que les dieux les plus récents de la dernière génération, ceux qui ont précisément gagné la bataille contre les titans. Et parmi eux, on va compter Zeus, Hadès, le dieu des enfers, Poséidon, le dieu de la mer, Héra, la déesse épouse de Zeus, et ces dieux, à leur tour, auront ensuite d'autres enfants qui vont faire partie également de ce panthéon divin. Mais ce que l'on constate, c'est que le moment où l'histoire d'Hésiode s'arrête, le moment où Zeus a remporté la victoire, en réalité, c'est le présent pour les Grecs. C'est-à-dire que leurs dieux, ce sont ces derniers dieux, ceux qui ont gagné la bataille. Encore une fois, il y a donc un présent du mythe. Et autant le dire immédiatement, on tient là le point névralgique de la définition du mythe. On peut ainsi regrouper sous ce terme de mythe une série de récits de l'origine qui remplissent exactement la même fonction que Prométhée et le vol du feu, Pandora et sa jarre, ou la bataille des dieux et des titans. Et je n'en prendrai qu'un seul exemple parce qu'il est extrêmement familier et qu'on a assez peu l'habitude de le considérer sous cet angle. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'Adam et Ève. La position du récit est exactement identique à celle des récits d'Hésiode. C'est-à-dire, et d'ailleurs le titre même du livre dans lequel se trouve le récit d'Adam et Ève, qui est le titre de la Genèse, comme vous savez, il s'agit d'un titre qui a été donné par des savants réunis par un roi d'Égypte grec, qui était Ptolémée II, dans le premier tiers du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il a réuni ces savants et il leur a demandé une traduction de la Bible. Autrement dit, le titre de Genèse a été donné par ces savants, qui étaient des savants juifs, qui parlaient le grec. Et vous pouvez remarquer, ne serait-ce qu'à l'oreille, qu'il est construit exactement sur la même base que théogonie, parce que gonie et genèse, c'est exactement le même mot, et ce mot veut dire naissance. Et la Genèse est un récit de l'origine, exactement comme le récit de Pandora ou le récit de Prométhée et le vol du feu. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, mordent dans la pomme de la connaissance, comme chacun sait, c'est-à-dire dans la pomme de la conscience de soi, plus exactement, et ils sont chassés et voués désormais à trois choses: travailler à la sueur de leur front, enfanter dans la douleur et surtout mourir. Et dans cette condition, qui est créée par la faute première, les hommes ne sortent jamais. Autrement dit, il s'agit non pas d'une histoire passée, qui se serait située à l'origine et qui serait dépassée, mais il s'agit bien plutôt d'une histoire éternellement présente, c'est-à-dire tous les hommes, comme Adam et Ève, sont astreints aux vicissitudes du travail, de la douleur et de la mort. Et il n'y a pas, comme on l'estime souvent, une transmission de la faute, mais plus exactement une impossibilité à dépasser le temps premier de la Genèse. Ce temps n'est pas dépassable, parce que tout simplement, il s'agit d'un mythe, et le mythe, précisément, ne s'inscrit jamais dans un temps qui serait constitué d'un passé, d'un présent et d'un futur. Il est la répétition éternelle du même. Dès lors, comment définir exactement le mythe? On a pris des exemples, on en a tiré quelques conclusions, mais comment les définir exactement? Je dirais que le mythe n'est ni un conte ni une légende. En particulier, on sait que le conte a pour caractéristique d'être à la fois toujours présent, c'est-à-dire on le raconte toujours, et en même temps, il est totalement fictionnel, c'est-à-dire que le roi et la reine des contes, le « il était une fois » ne renvoie pas du tout à quelque chose qui a une vérité effective. C'est une symbolisation, à tout le moins, de vérités éternelles. Je vous renvoie ici, par exemple, à la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. La légende, en revanche, est très souvent confondue avec le mythe, c'est-à-dire que l'on confond très volontiers Oedipe, Thésée, Cadmos, etc.,
avec ce qui est véritablement un mythe. Mais en réalité, elle est différente. Elle est différente parce qu'elle s'ancre dans un passé qui est repérable comme tel. Par exemple, les Grecs estiment que les héros, c'est-à-dire les héros de la guerre de Troie, appartiennent à un passé, et d'ailleurs à un passé qui est parfaitement calculable. Et ils font le calcul des générations, les unes après les autres, qui se sont écoulées depuis la guerre de Troie. Et il en va de même pour les figures familières, que sont Oedipe, etc., et tous ceux que j'ai pu citer. Donc, la légende renvoie à un temps qui est tout à fait dépassé. Et c'est parfaitement perceptible par les Grecs. Donc, le mythe, lui, par rapport au conte et à la légende, pour le définir en quelques mots, on va dire qu'il est d'une actualité constante et qui n'est pas fictionnelle. Actualité constante qui le distingue de la légende, puisque la légende est dépassée, et actualité non fictionnelle qui le distingue du conte. Les Grecs, par exemple, ne calculent pas le temps qui les sépare de l'époque de Chronos. Autant ils calculent le temps qui les sépare des héros, autant ils ne calculent pas du tout le temps qui pourrait les séparer de Pandora, par exemple, ou de la bataille des dieux et des titans, ou de Prométhée. Ces récits ne renvoient en effet pas à un passé qui est calculable. Ils renvoient plutôt à un présent qui est éternellement réel. Et c'est pourquoi le mythe est évidemment un récit qui concerne le divin, car vous avez pu remarquer que nous avons parlé des dieux et non pas des hommes. Et car la présence du divin, bien entendu, est constante et elle n'est jamais dépassée, contrairement aux générations de héros qui sont des hommes, pour une grande partie, et qui, eux, sont les générations qui animent les légendes. Par exemple, Oedipe, qui est un homme tout à fait normal, il n'est même pas un demi-dieu, il appartient à une génération humaine, et il n'appartient pas du tout au monde du divin. Et dès lors, la question qui se pose, c'est comment parler du temps passé dans le monde du mythe? Est-ce que vraiment on n'a aucune possibilité de parler du passé dans un monde qui raconte des mythes? En réalité, les Grecs ont une perception de la différence entre leur mythe et leur légende. Et c'est encore Hésiode qui nous l'indique, parce qu'il fait des différences entre les différents âges qui se sont succédés. C'est-à-dire, il fait la chronologie des périodes. Et comme vous allez le voir, il ne s'agit pas du tout chez lui de faire de l'histoire. C'est-à-dire, raconter le passé, ça n'est pas faire de l'histoire non plus, dans un monde qui connaît le mythe. Il s'agit plutôt de hiérarchiser des récits. Il s'agit du mythe, donc il raconte cette succession des âges qui sont composés d'abord de l'âge d'or, l'âge d'or qui est le moment où, un moment merveilleux où la terre produit des fruits sans travail. Et les hommes qui vivent alors meurent, mais parviennent à l'immortalité. Et le poète dit, ces hommes, appelés les génies terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels. Autrement dit, ils sont toujours là. L'âge d'or est suivi de l'âge d'argent. Alors, c'est un peu moins bien pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, mais en tous les cas, les hommes de l'âge d'argent parviennent aussi à l'immortalité. Et le poète dit, quand la terre eut dans son sein renfermé leurs dépouilles, de ces hommes de l'âge d'argent, on les nomma les mortels bienheureux. Ces génies terrestres n'occupent que le second rang, mais ce sont quand même des génies. Autrement dit, ils sont immortels. En revanche, ça se gâte beaucoup pour les âges suivants. D'abord, suit l'âge de bronze. Alors là, ce sont des guerriers sans pitié qui ne laissent aucune trace derrière eux. Et ensuite vient l'âge des héros. Et cet âge des héros, c'est l'âge d'une humanité meilleure et bien supérieure. Mais ce qui se produit comme différence notable avec l'âge d'or, c'est qu'une fois les héros morts, ils ne parviennent pas à l'immortalité et ils ne vivent plus parmi les hommes. Ils sont dans cette partie des enfers qu'on appelle les îles des bienheureux, où on ne connaît pas les désagréments des enfers, mais enfin, les enfers chez les Grecs, je précise, ne veulent pas du tout dire, n'ont rien de négatif en eux-mêmes, il s'agit simplement du monde souterrain, du monde des morts. Donc ils sont chez les morts, mais ils sont dans un endroit qui est plutôt bien parce qu'ils ont été une humanité supérieure. Et ensuite vient l'âge de fer, c'est-à-dire l'âge d'Hésiode lui-même. Et on peut remarquer qu'il y a une nette différence entre l'âge d'or et l'âge d'argent, qui constitue une partie des récits que lui-même raconte, puisqu'il s'agit des récits de la théogonie qui parlent de cet âge d'or, et d'autre part de l'âge des héros. Et entre les deux mondes passe l'idée de la représentation de la mort. Certes, dans l'âge de Chronos, c'est le monde du mythe toujours présent, mais
Le monde des héros qui est touché par la mort, c'est le monde des légendes. Autrement dit, quand on a cette succession d'âges, on a d'une part le monde du mythe, âge d'or, âge d'argent, ensuite une transition qui est constituée par l'âge du bronze, et ensuite on a l'âge des héros, qui est un âge des légendes, c'est-à-dire d'un temps qui est repérable pour les Grecs, puisque, comme je vous ai dit, ils font des généalogies qui remontent jusqu'aux héros. Alors, je ne m'étendrai pas sur la singularité de cet âge des héros, on a beaucoup écrit dessus, en particulier Jean-Pierre Vernon, mais je me contenterai ici de relever quel usage les Grecs ont fait de cet âge des héros, puisque cet usage nous renvoie précisément à l'écriture du passé dans un monde de mythes. Je prendrai ici un premier exemple qui est tiré d'Hérodote et du livre 5 de son seul ouvrage qui s'appelle, comme vous le savez, soit les histoires au pluriel, soit l'enquête, puisque c'est lui tout simplement qui a donné le nom d'histoire à cette discipline que nous pratiquons encore aujourd'hui. L'enquête, c'est le premier livre d'histoire qui nous soit parvenu. Et elle relate comment les Grecs et les Asiatiques en sont venus à s'affronter en 490 et en 480 avant Jésus-Christ dans des guerres qui sont appelées par les Grecs les guerres médiques. Dans un des détours, alors il raconte, c'est une histoire immense qui est faite de 9 livres, dans un des détours dont il a le secret, parce qu'Hérodote adore raconter des petites histoires à droite et à gauche sur toutes les choses qu'il rencontre, Hérodote raconte l'histoire d'un curieux personnage qui s'appelle Clystène. Et ce Clystène était tyran dans une cité du golfe de Corinthe au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors les faits que raconte Hérodote se produisent au cours d'une guerre qui a lieu entre Sicyone, donc la cité de Clystène, et Argos, qui est une autre cité du Péloponnèse. Clystène décide au moment de cette guerre de mener une campagne de nettoyage dans les cultes de sa cité contre tout ce qui pourrait rappeler Argos et les Argiens. Il faut dire qu'il a fort à faire, car l'un des rois légendaires de Sicyone, Adraste, se trouvait précisément être un Argien d'origine. Et il avait hérité de la royauté de Sicyone de son grand-père maternel, qui lui-même était roi de Sicyone et qui était mort sans enfant mâle. Adraste est un personnage très célèbre des légendes grecques. Et il appartient pleinement à cet âge des héros dont nous parlons, puisqu'il est le roi d'Argos et de Sicyone à l'époque de la lutte entre les fils d'Œdipe pour le trône de Thèbes. Donc, au cours d'une querelle, il se réfugie à Sicyone, puis il revient à Argos, et c'est là qu'arrive à sa cour un personnage extrêmement célèbre des légendes grecques, et qui se trouve être Polynice, le fils d'Œdipe, chassé de sa cité par son propre frère Éthéocle. Vous savez que les deux frères se disputent jusqu'à la mort le trône de la ville de Thèbes une fois leur père parti. Ce Polynice épouse une des filles d'Adraste, et Adraste tente alors de rétablir son gendre sur le trône de Thèbes en prenant la tête d'une expédition qui s'appelle les 7 contre Thèbes et qui constitue un grand cycle héroïque dans les légendes grecques et qui a donné en particulier lieu à une pièce d'Échille qui s'appelle les 7 contre Thèbes. Et dans cette expédition tourne au désastre puisque Polynice, vous le savez, est tué en combat singulier par son propre frère qu'il tue également, donc les deux frères meurent de la main l'un de l'autre, et Adraste échappe au désastre sur son cheval divin, mais en revanche, dans sa vieillesse, il conduit avec succès les fils des 7 contre Thèbes, enfin, qui est enfin prise. Et c'est à ce personnage, donc un personnage extrêmement important dans les légendes, qu'était dédié sur la place centrale de Sicyone un sanctuaire. Et comme tous les sanctuaires, eh bien, le sanctuaire recevait des cérémonies et en particulier des chœurs qui chantaient en son honneur. Cette présence était évidemment insupportable à notre brave Clystène, puisqu'il se trouve que ce personnage était un personnage argien. Alors, il décide de mener la chose suivante pour se débarrasser de la présence de Adraste. Il décide de consulter l'oracle de Delphes. En général, quand on commence à faire quelque chose en Grèce, on commence toujours par consulter l'oracle de Delphes pour savoir s'il peut expulser Adraste. Et la Pythie lui répond qu'Adraste est le roi des Sicyoniens et que lui est leur assassin. Bon, sur cette réponse peu encourageante, Clystène fait alors une manœuvre tout à fait compliquée. Il va demander aux Thébains, c'est-à-dire aux habitants d'une autre cité, s'il ne pourrait pas faire transporter dans sa ville
les restes d'un héros qui s'appelle Mélanippe et qui se trouvait être enterré chez les Thébains. Pourquoi ? Parce que ce Mélanippe avait tué le frère et le gendre d'Adraste. Il l'installe sur la place centrale et il donne à ce héros les cérémonies qui auparavant étaient conférées à Adraste lui-même. Et c'est une curieuse histoire que voilà. C'est-à-dire, il est évident que Adraste est un personnage de légende, pas un personnage mythique, et que l'histoire d'Adraste n'évoque pas du tout un aspect, une constante de la nature humaine, hein, comme c'est le cas pour le vol du feu ou Pandora. Mais Clisthène utilise une des caractéristiques de la légende, c'est-à-dire le fait que le héros soit argent, et il redonne à la présence d'Adraste sur l'agora ainsi un sens valide pour lui et les Sicyoniens, ses contemporains, et je dirais tout simplement qu'il mythifie la présence d'Adraste, c'est-à-dire il lui donne un sens qui n'est pas un sens passé, mais un sens présent. Ce héros lointain était argien, or je suis en guerre contre les argiens, et par conséquent, je l'expulse. C'est un curieux phénomène cultuel qui n'est pas du tout isolé dans le livre d'Hérodote. On trouve ainsi une autre histoire, on trouve un certain nombre d'autres histoires, en particulier dans l'histoire d'Œdipe, qui, telle qu'elle est racontée par Sophocle dans la pièce, dans la tragédie qui est intitulée Oedipe à Colonne. Toute l'affaire d'Oedipe, dans Oedipe à Colonne, qui est vivant, hein. Oedipe est vivant, il a été chassé de Thèbes, il est aveugle, car il s'est crevé lui-même les yeux après avoir appris qu'il avait tué son père et épousé sa mère, et il s'est réfugié sur le territoire d'Athènes. Et toute son affaire, c'est d'obtenir que surtout sa dépouille mortelle, une fois qu'il sera mort, résidera sur le territoire d'Athènes. Car cette cité, en effet, l'accueille généreusement. Il ne veut surtout pas que son corps réside à Thèbes, sa ville natale, car il en a été chassé d'une manière ignominieuse par ses propres fils. Or, il se trouve que, de même que le corps de Mélanippe quand il a été transporté, si son corps était transporté dans sa cité, il apporterait une protection au territoire sur lequel il se trouvera être enterré. Autrement dit, le corps du héros, enterré dans un certain endroit, a un effet toujours valide. Et c'est un effet qu'on peut dire un effet mythique du corps du héros. Le corps du héros, enterré dans un endroit, continue à agir. Et il agit pour protéger le territoire sur lequel il se trouve. Et il se trouve que cet effet mythique du héros est également connu par des fouilles archéologiques. Puisqu'on sait que les Grecs ont commencé à organiser des cultes autour de tombes qui se trouvaient être des tombes qui avaient 4 ou 5 siècles de plus que la date à laquelle ils ont commencé à faire des cultes. Et on a retrouvé une fois, ils font des petites cérémonies, c'est-à-dire ils font des libations, ils offrent des vases, ils rendent hommage à ces tombes qu'ils croient être des tombes de héros. En fait, il ne s'agit pas du tout de tombes de héros, mais peu importe. Et on a retrouvé une fois un petit tesson sur lequel se trouvait l'inscription « J'appartiens aux héros ». C'est ainsi qu'on s'est aperçu qu'il s'agissait de culte de héros. Et ces traces du culte semblent bien indiquer également que les Grecs d'époque historique, et pas seulement dans les histoires qu'ils racontent, utilisent les personnages légendaires pour construire pour mythifier la légende. Et cette mythification de la légende permet précisément d'écrire le passé des groupes humains et des cités. C'est évidemment particulièrement vrai dans l'épisode de Clisthène de Sicyone, puisqu'on voit bien que Clisthène reconstruit une identité de sa cité Sicyone, en déclarant qu'elle est tout sauf argienne. Pourtant, il y avait un roi argien qui était enterré sur sa place principale, mais il décide de se débarrasser de ce roi argien pour construire une identité sicyonienne, en quelque sorte indemne de l'influence d'Argos. Et il en va de même pour Oedipe à Colonne. Dans la pièce de Sophocle, l'enjeu
Pourquoi faut-il absolument représenter devant les Athéniens, puisque vous savez que Sophocle est un Athénien et qu'il représente des pièces devant les Athéniens, pourquoi faut-il absolument représenter les Athéniens en train d'accueillir Oedipe d'une façon particulièrement généreuse, et pourquoi Oedipe voudrait particulièrement protéger le territoire d'Athènes? C'est extrêmement significatif, tout simplement parce que les Thébains sont les ennemis jurés des Athéniens, ils sont leurs ennemis du nord juste à la frontière, et Sophocle, en quelque sorte, utilise le héros le plus connu des légendes thébaines, c'est-à-dire Oedipe, et il l'utilise pour dire que Oedipe lui-même était pro-athénien et non pas pro-thébain. Autrement dit, il se sert des figures légendaires pour délivrer un message également pour le présent, hein, et c'est à nouveau, on a affaire à une utilisation mythique de la légende. Et cette écriture du passé, comme vous pouvez le constater, c'est la seule dont disposent les Grecs avant le commencement de l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, et elle ne ressemble pas du tout à de l'écriture de l'histoire. Elle ressemble plutôt à une manipulation des légendes pour en faire des mythes à l'occasion, hein, bien que ce ne soit pas le rôle premier des légendes. Et ainsi, à ce stade de notre enquête, nous pouvons nous demander comment les Grecs, qui avaient ainsi des mythes, pourquoi les Grecs et comment les Grecs, qui avaient ainsi des mythes d'origine, qui avaient également des légendes qui leur permettaient de se représenter un passé d'une façon mythique, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à écrire de l'histoire? À quoi ça sert? Eh bien, pour dire une chose un peu fracassante, je répondrais volontiers que s'ils se sont mis à écrire de l'histoire, c'est qu'ils se sont mis à écrire des mythes. Nous avons vu que le mythe et l'histoire s'opposent sur les conceptions différentes du temps. Et pour synthétiser cette différence, je pourrais dire que le mythe fonctionne sur un principe d'identité, c'est-à-dire il répète toujours la même chose, et que l'histoire fonctionne sur un principe de différence. Je m'explique à partir de 2 points, c'est-à-dire le statut de l'auteur et le problème de l'altérité dans les mythes et en histoire. J'ai dit à propos du mythe de Pandora que Hésiode n'en était pas l'auteur. Il en écrit simplement une version, et c'est une caractéristique du récit mythique, il est une propriété collective. Personne n'a inventé le mythe de Pandora, ou en tous les cas, personne ne s'en souvient. Le fond mythique, c'est toujours une réserve commune. Et chacun, se saisissant du mythe, peut réaccommoder le mythe comme il l'entend. Il n'y a pas de droit d'auteur sur le mythe, chacun est invité à en tirer le meilleur. Et il en va évidemment tout autrement de l'écriture de l'histoire. Les premiers mots de l'enquête, le premier livre d'histoire donc que nous connaissions, sont les suivants. Ceci est l'exposé de la recherche d'Hérodote de Tourioi, Tourioi étant la ville dans laquelle habite Hérodote. Et quelques années après, le 12e historien dont nous ayons les œuvres, c'est-à-dire Thucydide, écrit au début de son œuvre qui s'appelle La guerre du Péloponnèse, Thucydide l'Athénien a raconté les différentes péripéties de la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens. Il s'est mis à l'œuvre dès le début de la guerre, car il prévoyait qu'elle serait importante et plus mémorable que les précédentes. Pour les événements antérieurs à cette guerre, et ceux de l'époque héroïque, il était impossible, en raison du temps écoulé, de les reconstituer exactement. Mais d'après les témoignages dignes de foi qu'on peut trouver pour la période la plus reculée, je n'estime pas ces événements bien importants, ni en ce qui concerne les guerres, ni sur les autres questions. J'ai lu un peu vite, mais on saisit immédiatement qu'il y a une donnée tout à fait nouvelle qui s'est introduite. L'auteur apparaît. Et en même temps que lui, une sorte de vision temporelle qui a trouvé un foyer. Et je vais m'expliquer sur ce que je veux dire là. C'est évidemment chez Thucydide que la chose est la plus nette. On peut remarquer que comme Hérodote, il se cite en tête, et c'est ça sa signature, c'est la signature de l'œuvre. Et Thucydide annonce immédiatement une méthode qui a précisément à faire avec un temps divisé entre un passé, un présent et un futur. Il écrit en effet que, je cite, « En raison du temps écoulé, il est impossible de reconstituer exactement les événements. » Et il ajoute que d'après les témoignages dignes de foi, ces événements n'ont probablement rien eu à voir avec la guerre du Péloponnèse. Il y a un souci singulier qui se manifeste dans ces lignes. Il parle du temps écoulé, il parle du problème de la reconstitution et il parle du problème des témoignages. Et il est bien évident que le souci de reconstitution ou de fiabilité du témoignage, ça n'est pas exactement ce qui agite Hésiode quand il est en train de nous raconter la naissance de Pandora, puisque vous pouvez remarquer qu'il nous en livre 2 versions différentes. Ça n'est pas non plus d'ailleurs le souci,
Et ce qui appartient donc au monde du mythe, hein, c'est-à-dire Hésiode, comme c'est toujours présent, c'est pas la peine d'aller rechercher dans le passé des preuves, hein, d'un événement qui est toujours là. On n'a pas besoin de savoir, de rechercher des preuves de comment s'est passée la répartition du sacrifice entre les dieux et les hommes au moment de Prométhée, puisque de toute façon, on répète toujours le sacrifice. Et qu'on voit bien sur tous les autels de la cité que, eh bien, on donne aux dieux la graisse et les os, et que les hommes gardent les parties comestibles. Pourquoi faire une enquête? Ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose pour les femmes ou les multiples maux qui accablent l'espèce humaine. On les constate tous les jours. Et pourtant, c'est cette reconstitution-là qui est le souci de Thucydide, l'historien, puisqu'il évoque le problème de la fiabilité des témoignages et il désigne le coupable, c'est-à-dire le temps écoulé, selon l'expression qu'il emploie. Thucydide et Hérodote se débattent ainsi avec un temps qui est divisé, c'est-à-dire il y a un présent et il y a un passé. Et ce passé ne peut pas se résumer en racontant des mythes. Il n'est pas la répétition de la même chose, il est tout simplement une succession de nouveautés. Il y a chez Thucydide la notion que le passé est une réalité glissante. Il faut faire une enquête pour réussir à reconstituer ce qui constitue le passé. Et on pourrait dire que cette perception du temps est précisément la perception du temps de l'historien. Et pour donner un exemple de ce que engage cette différence dans la perception du temps, on pourrait prendre un exemple chez Hérodote qui va nous indiquer pourquoi les Grecs, et les Grecs seulement, parce que c'est ça la chose particulière des Grecs, les Grecs seulement ont abandonné l'expression mythique pour se tourner vers une expression qu'on appellerait, pour dire les choses vite fait, rationnelle, mais qui en réalité est une expression historique et une expression dans laquelle la religion, c'est-à-dire le divin en tous les cas, change totalement de nature. Ce que l'on constate en tous les cas au VIe siècle, mais ce sont vraiment des bribes que je vous donne, il y a une littérature affolante sur cette question, et on ne va pas, vraiment je suis incapable de vous la résumer en 5 minutes, ce serait vraiment trahir la pensée des uns comme des autres. On constate simplement qu'au VIe siècle apparaissent des personnages qu'on appelle les physiciens ioniens, c'est-à-dire qui habitent sur l'actuelle côte ouest de la Turquie, qui était grecque à l'époque de l'Antiquité, et qu'ils ont écrit les premiers des mythes dont ils se proclament les auteurs. Ces mythes sont vraiment des textes qui essentiellement parlent de la création du monde en termes physiques, c'est-à-dire ils parlent du premier principe. Alors chez les uns c'est l'eau, chez les autres c'est le feu, chez les autres c'est l'air, chez un autre encore c'est l'infini. Et à partir de ces principes qui sont des principes physiques, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas sûrs qu'ils les envisagent comme des principes physiques, d'ailleurs il est probable que ce n'est pas le cas, eh bien à partir de ces principes premiers, ils racontent comment le monde s'est formé. Autrement dit, ils font une concurrence à Hésiode. Ils font la concurrence à Hésiode dans l'écriture du mythe de la Genèse, c'est-à-dire de la naissance du monde. Pourquoi ils se sont mis à écrire cela? Nous sommes absolument incapables de répondre de manière certaine, en tous les cas, à cette question. Nous comprenons pourquoi ensuite, comme ils s'approprient l'écriture du mythe en se disant les auteurs du mythe, en réalité, cela crée immédiatement une concurrence entre eux. C'est-à-dire, le premier a dit ça, le deuxième dit systématiquement quelque chose d'autre, le troisième dit encore quelque chose d'autre, le quatrième dit encore quelque chose d'autre. Et peu à peu, il est probable que cette concurrence entre les discours, parce que dans le mythe, il n'y a pas de concurrence entre les discours, même si Hésiode donne des versions différentes de l'histoire de Pandora, ça n'est pas concurrent, c'est-à-dire aucune des versions n'est meilleure que l'autre. Elle raconte simplement des pans différents de la réalité des femmes, du monde, etc. Tandis que les physiciens ioniens rentrent en concurrence les uns avec les autres,
Et il est probable que cette mise en concurrence a abouti au développement de ce que l'on pourrait appeler l'argumentation. À partir du moment où vous êtes confronté à quelqu'un qui vous dit que sa version est meilleure que la vôtre, vous êtes dans l'obligation de trouver des arguments qui vous permettront de prouver à votre auditoire que votre version est meilleure que la sienne. Et de ce grand mouvement, qui est tout simplement le mouvement de la naissance de la pensée rationnelle, ça n'est absolument rien d'autre, découle, alors à ce moment-là, les sophistes, qui sont des professeurs de rhétorique qui apprennent spécifiquement à argumenter, qui sont des hommes du 5e siècle, les historiens, qui sont des hommes du 5e siècle, qui argumentent aussi, c'est-à-dire que Hérodote raconte, et comme Thucydide, argumentent sur leurs documents, sur les témoignages, ils confrontent les témoignages, ils disent non, tout de même, ce témoignage-là, il n'a pas l'air fiable parce que ça et ça, ou alors celui-ci me semble plus fiable parce que ça et ça, et ensuite, pour le dire d'une manière extrêmement grossière, on arrive à ce que l'on peut savoir de la philosophie de Socrate, telle qu'elle nous est racontée par les premiers dialogues platoniciens, en tous les cas, c'est-à-dire une argumentation encore sur, alors là, c'est pas sur la fondation du monde, cela porte sur les concepts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un concept, autrement dit, par des questions à la fois très simples et à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, comme par exemple, qu'est-ce que le courage? Et il faut définir. Qu'est-ce que la beauté? Et il faut définir. Et on s'aperçoit qu'on est rentré dans un monde de confrontation des concepts, c'est-à-dire un monde de philosophes. Et c'est dans ce monde de philosophes qu'on trouve les premières expressions claires, telles qu'elles peuvent sortir de la République ou du Phédon, les premières expressions claires d'une perception religieuse tout à fait différente, vraiment profondément différente de celle des Iodes. Et ça n'est pas pour rien que les dialogues platoniciens ont été ainsi sauvés du grand naufrage de la littérature grecque et romaine à travers l'époque médiévale. C'est tout simplement parce que les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église dans l'Antiquité, repéraient dans le dialogue platonicien des fragments d'une religiosité qui leur semblait être du même type que la leur. Quand Socrate dit croire, ajouter foi, s'investir soi-même, autopersuasion, etc., un père de l'Église repère assez facilement un type de religiosité qui est lié au développement du christianisme. D'où le fait que j'ai dit qu'il s'agissait et c'est assez clair, qu'il s'agit d'un type de religiosité qui est proche d'une autre. Ça semble, c'est effectivement assez évident, parce que d'ailleurs, c'est un monde qui ressemble au nôtre. C'est un monde rationnel, c'est un monde d'historiens, c'est un monde de gens qui font des enquêtes, c'est un monde de philosophes, et c'est un monde dans lequel la religion est un acte individuel, et non pas un acte collectif, comme il l'était au temps des Iodes. Oui, j'ai tendance à être moins affirmatif que vous. Je n'en doute pas, comme je l'ai dit, c'était extrêmement, extrêmement grossier. Pour cette raison que si vous prenez l'histoire juive, passez en gros dans la Genèse, dont je ne sais pas la situer en termes chronologiques, mais à une société qui en fait vit qui est un mythe, à une société dans laquelle la pensée de la foi devient individuelle. Je n'ai plus les étapes en tête, d'ailleurs je n'ai jamais eu, mais en gros, l'évolution est faite vers moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ. Donc, vous avez une évolution parallèle qui est probablement la même dans toutes les sociétés, j'en sais rien, parce que je n'ai aucune occidentale, enfin, méditerranéenne, j'entends. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est contemporaine. Je suis là aussi moins affirmatif que vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous vivons encore des mythes. Il y a quelqu'un qui m'intéressait beaucoup quand j'étais jeune, c'est Sorel. Et Sorel nous a bien fait comprendre que nous portons en nous des mythes qui nous font fonctionner. Je pense que nos contemporains, lorsqu'ils ne sont pas endormis, ont tous quelque part une vision de quelque chose qui les fait marcher. Alors je répondrai à la première question.
En ce qui concerne l'évolution à l'intérieur du monde de la Bible, je rappellerai simplement que la conquête d'Alexandre le Grand date du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qu'à partir du moment où le conquérant a achevé sa grande œuvre en quelque sorte, et que l'empire qu'il avait conquis a été divisé en royaumes entre ses successeurs, qui n'étaient pas ses fils, eh bien, la culture grecque s'est déversée littéralement sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et que par conséquent, le monde de la Bible, dès qu'il est rentré en contact avec le monde grec, s'est mélangé tout simplement à la tradition grecque, en particulier parce que les Grecs sont très 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 forts pour faire de la conquête culturelle. Ils ont happé littéralement tous les mondes dans lesquels ils se sont montrés ou avec lesquels ils sont rentrés en contact. Et la preuve, c'est par exemple cette traduction de la Bible qui a été ordonnée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Ptolémée II, c'est-à-dire le deuxième successeur d'Alexandre. Ça a été immédiat. Pourquoi ? Parce que Ptolémée, tout simplement, avait des Juifs sur son territoire, sur le territoire de son royaume, et il voulait savoir, étant donné qu'il ne lisait pas l'hébreu, il voulait savoir ce qu'il y avait dans leurs livres. Donc, le mélange n'est pas du tout un mélange de hasard. Les pères grecs sont les pères, je veux dire les pères de l'Église chrétienne, sont des gens qui sont pétris de culture grecque. Pétris de culture grecque, de haut en bas, de mythes, d'Hésiode, d'Homère, de Platon, etc. C'est leur culture, tout simplement. Ils n'en ont pratiquement pas d'autres. Et ce, sans compter qu'ils ne sont pas forcément hébreux, et par conséquent qu'ils sont des Grecs ou des Romains, et qu'ils ils vivent dans la culture dans laquelle ils sont nés. Quant à la deuxième question qui porte sur l'importance actuelle des mythes, le mythe effectivement a toujours une portée qui le fait repérer parmi tous les récits parce qu'il a toujours de l'actualité, effectivement. Et il s'agit de repérer cette actualité, et elle se situe parfois dans des lieux qui sont insoupçonnables. Je ne prendrai qu'un seul exemple, qui est le premier exemple que je donne dans mon livre sur les mythes. Comme cela, vous n'aurez pas besoin de l'acheter, vous saurez déjà tout ce qu'il y a dedans. Mais qui est une situation tragique, c'est-à-dire réellement tragique. C'est-à-dire les mythes ou les légendes grecques telles qu'elles fonctionnent comme mythes. On n'aurait pas du tout idée, par exemple, que l'histoire de Médée, qui est une femme qui tue ses deux enfants, parce que son mari l'abandonne, est autre chose qu'une de ces histoires sanglantes dont les anciens semblent raffoler. En réalité, il s'agit d'un schéma de compréhension de toute une série d'affaires tragiques, et j'en rapporte une au début de mon livre, parce que je l'avais entendu au moment même où j'ai pris la plume pour l'écrire, et qui raconte absolument une histoire de ce genre, c'est-à-dire une femme abandonnée qui tue son propre enfant pour faire souffrir, tout simplement, le père. Et on se situe exactement dans l'histoire de Médée, et ça n'est pas la seule histoire que j'ai entendue de ce type, c'est-à-dire il s'agit d'une manière de se comporter. J'ai entendu 3 fois cette histoire, pour tout dire. Je ne vous donnerai pas les détails, mais 3 fois j'ai entendu une histoire tout à fait véridique, qui était l'histoire de Médée, c'est-à-dire la femme qui, abandonnée, tue son enfant, ou ses enfants, ou tente de les tuer. Il s'agit là d'une présence du mythe qui, quand on connaît l'histoire de Médée, fait regarder à peu près toutes les histoires que racontent les Grecs d'une façon un peu différente, parce que la présence du mythe s'impose comme ça comme grille de compréhension de cet acte qui par ailleurs semble incompréhensible, mais qui, parce qu'il se répète, il se répète, il est
il a les mêmes caractéristiques. On s'aperçoit que cette vieille histoire est une histoire présente.